Alors on a un problème technique, vous avez dû remarquer, on n'a plus d'image. Vous m'entendez pas? Donc on a un double problème technique. Check. Donc je vais donner la parole à Frédéric qui exerce à Bordeaux. Voilà. Bon, bonjour à tous. Je suis très très content. Un petit peu ému aussi d'être là. Moi, c'est pas trop mon mon job de parler devant des assemblées. Je suis psychologue, avant tout je suis psychosociologue de formation et j'interviens en fait à Bordeaux dans deux associations, le JHP Aquitaine et l'APF, dans deux services, des services d'accompagnement médico-sociaux, donc SAMSA, pour la partie d'accompagnement concernant des personnes qui ont une déficience visuelle. À l'APF, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt le handicap moteur, avec ou non présence de troubles associés. Alors quand on parle de troubles associés, c'est les troubles cognitifs ou encore des problématiques psychiatriques. La finalité de ce travail concerne l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc ça concerne l'autonomie, ça concerne la sécurité de ces personnes et le confort, leur confort dans la vie quotidienne. Une définition alors que je trouve assez intéressante par rapport à la problématique de l'autonomie. Donc on peut voir un peu l'origine étymologique, nomos, la loi, auto, c'est le fait de se faire un peu sa propre loi, décider pour soi-même. Mon collègue Lionel Lazare, ergothérapeute, dit que l'autonomie, en fait, c'est la capacité de gérer ses dépendances. Donc ça donne un peu une autre couleur à ce terme. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à des termes utilisés généralement dans les projets de service, c'est le terme d'accompagnement. Donc il reflète, pas mal de choses. Ça correspond plutôt à une posture. Un accompagnement, c'est avant tout être acteur dans une relation. C'est l'idée d'un partage et surtout, quand je dis de partage, c'est le vécu que l'on peut partager dans un chemin que l'on parcourt ensemble. Voilà, donc c'est l'idée un peu de partager une route. L'accompagnement, c'est un peu ce chemin que l'on a à faire avec des personnes qui sont dans une problématique de handicap. Et pour ça, il y a un cadre d'intervention. Alors, ce cadre d'intervention, il est un peu dicté par le projet de service. Il y a une sorte, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, j'interviens avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des ergothérapeutes, donc des personnes qui sont dans la réadaptation, dans la rééducation. Mais c'est aussi avec des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale, un ensemble de personnes avec une approche très spécifique liée à leur formation, leur vision de la problématique handicap. L'idée quand même de tout ça, c'est pas la juxtaposition des approches, mais essayer d'avoir un regard un peu croisé sur les situations que nous rencontrons. C'est un vœu un peu, un peu idéal, un peu pieux, d'une approche globale. Mais globale, liée simplement au regard que chacun d'entre nous peut avoir. Donc c'est jamais quelque chose de très large. Il faut savoir que j'interviens non pas dans un bureau, mais le plus souvent au domicile des personnes. Voilà, donc mon intervention et celle des collègues se passe au domicile, donc sur l'ensemble du territoire girondin. Ça veut dire, par rapport à ce cadre d'intervention, que nous avons accès à pas mal d'informations liées au domicile des personnes, au lieu d'habitation. Également, il y a une durée d'intervention. Cette durée d'intervention, elle est liée à une décision qui vient d'en haut. C'est la maison départementale du handicap qui donne en fait une durée d'intervention qui peut être d'1 année jusqu'à 3 ans. Ça peut être renouvelable, mais ça implique en fait que dès que nous commençons à intervenir auprès des personnes, il faut avoir l'idée
de la fin. Ça veut dire que l'on travaille pour l'après. Mais ce qui suppose aussi, c'est qu'avant nous, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres services qui ont travaillé avec les personnes. Ce qui donne aussi un contexte particulier à notre rencontre. Avec qui nous travaillons? Alors c'est vrai que moi je me suis posé la question, savoir quelle était un peu la conception de l'humain dans cette histoire-là. Moi en tant que psychosociologue, avant, si vous voulez, les formations en systémie, avant ce cheminement que j'ai pu avoir dans le cadre des analyses de pratique, donc dans cette approche systémique, l'homme, en psychologie sociale, c'est un être social. Voilà, ça veut dire que ses attitudes, ses comportements sont liés, sont déterminés par ce qu'il peut vivre dans le groupe. Voilà, donc c'est un peu cette idée de la dynamique de groupe et des influences du groupe sur l'individu. Ça, c'est une conception qui est, je trouve, très, très intéressante. Il y en a d'autres. Moi, j'ai un collègue qui présuppose qu'il y a une conception de l'homme et d'un déterminisme lié à l'inconscient. Donc, c'est aussi un peu des lectures que l'on peut avoir des comportements de l'individu. Durant toutes ces années, j'ai un peu changé de façon de concevoir l'individu et je suis tombé sur une définition que je trouve très parlante, de Vincent de Golejac, c'est un sociologue, qui dit que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Alors, il est le produit d'une histoire. Effectivement, l'individu, on peut dire qu'il est multidéterminé, socialement, inconsciemment, biologiquement également. Et ces déterminations multiples confrontent à des contradictions qui l'oblige à faire des choix, à inventer des médiations, des issues, des échappatoires. Donc, c'est cette idée que l'individu baigne est dans un bain, dans une soupe, je dirais, familiale, sociale et sociologique qui le détermine. Et devenir sujet dans ce truc-là, c'est construire du sens à partir de ces déterminismes, à partir de ce contexte déterminant qui était là au préalable. C'est en fait l'idée que l'individu est le créateur de son histoire. Sartre lui donne une définition dans sa logique de pensée. Il dit que l'important n'est pas ce que l'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce que l'on a fait de lui. Voilà, donc c'est un processus de construction de soi face à un héritage familial, une sorte d'autoproduction qui transforme un simple individu en créateur d'histoire. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, en tout cas moi que j'espère partager avec mes collègues. On y travaille, c'est pas toujours évident de partager cela, mais en tout cas c'est avec ça moi que je travaille. L'autre point, donc dans mon travail, lorsque je suis confronté à aller au domicile des personnes, c'est que je travaille avec la famille. Et là, ça rejoint un peu notre propos. La famille, chacun un peu a sa définition, sa propre définition de la famille. C'est, je dirais d'abord, en utilisant un peu ce mot, c'est un peu le berceau, un lieu. Je dirais aussi que c'est une sorte de vitrine à partir duquel l'individu va pouvoir se construire et vivre son rapport au monde. J'aime bien cette idée de vitrine parce qu'on est à la fois dedans, comme si vous étiez dans un magasin, on a une vue sur l'extérieur, mais l'extérieur aussi peut nous voir à travers cette glace, cette vitre, qui est peut-être plus ou moins déformante. C'est ce qui est, je trouve, assez intéressant. On peut définir la famille par sa structure. Alors ça peut être la cellule familiale, mais on peut également convoquer une famille plus élargie, c'est-à-dire les grands-parents, le couple conjugal, le couple parental, les enfants et les enfants des enfants. Enfin, voilà, ça peut être très très large. Donc ça c'est sa structure.
On a vu tout à l'heure avec le génogramme, donc on pouvait utiliser cet outil pour essayer d'approcher cette structure. On a la famille par son inscription dans l'espace, qui est la maison. C'est les individus qui vivent sous le même toit. Ça me fait penser à un exemple d'une situation, d'une personne que j'ai suivie, qui d'emblée, dans cette première rencontre, se met en récit et met en récit sa famille en utilisant les pièces de sa maison. Je vais vous montrer, suivez-moi. C'est là où je suis né. Voilà, cette pièce qui est actuellement le salon a été le lieu de la naissance de ce monsieur. Et puis après, il me demande de le suivre. On va dans une chambre. C'est là où ma mère est née. Et puis après, il me raconte les pièces, les différentes pièces, l'extension de la maison. Maison, voilà, qui petit à petit s'agrandit spatialement, qui correspond aux naissances successives. Je trouve que l'inscription dans l'espace, c'est une façon aussi de définir la famille. On peut aussi définir la famille par son histoire. Là, c'est une situation qui était quand même assez étonnante. C'était un monsieur qui avait du mal à parler de ses origines. Donc beaucoup de mystères, et en fait c'est quelqu'un effectivement qui allait pas très bien, qui avait du mal à raccrocher, à raconter son histoire familiale, en disant qu'il y avait énormément de non-dits, qu'il y avait du secret, et ces secrets étaient liés à des faits de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore à des faits liés à des affaires judiciaires non résolues. Dans le détail, ça avait à voir à la situation à l'affaire Seznec. C'est un peu lié à ça. Et quand il raconte ça, il raconte quelque chose de son histoire, et surtout, ces non-dits, ces trous dans son histoire étaient quelque chose qui avait une grande valeur à ses yeux. L'autre point, un autre élément, c'est la famille. On peut la définir par son fonctionnement. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu les interactions que chaque individu peut avoir entre eux. C'est les places que chacun occupe, en termes de position sociale, en termes de rôle, en termes de statut. C'est par exemple l'enfant parentifié, celui qui porte un symptôme lié au mal-être, lié au dysfonctionnement familial, c'est le patient désigné. Voilà, donc on peut définir la famille par son fonctionnement. L'autre point, alors il y en a d'autres, mais c'est important, c'est définir la famille par son but. Donc c'est une visée un peu projective. C'est par exemple la mission parentale d'éduquer des enfants. C'est des trajectoires socio-historiques que l'on peut voir, retrouver dans la littérature. Par exemple Zola, les Rougon-Macquart, cette logique, cette histoire familiale, et le but qu'il y a derrière, c'est de garder quelque chose de l'ordre des acquis, de maintenir un statut familial. C'est la lignée familiale, les grandes familles. Pour approcher un peu ces choses-là, l'approche systémique utilise certains outils, on l'a vu tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Il y a le génogramme, le blason, je l'ai entendu tout à l'heure. Le blason, c'est un peu l'idée de l'armoirie. C'est un symbole familial qui représente l'identité sociale de la famille. Voilà, donc on approche avec cet outil une dimension un peu mythique de la famille. Il y a quelque chose que les psychologues utilisent souvent avec les enfants, c'est le dessin d'enfant. Voilà, placer sa famille sur une feuille, sur une page blanche. Voilà, ça donne une idée de la composition familiale, également du fonctionnement, des rôles de chacun. Voilà, ça permet d'avoir une vision. On a vu tout à l'heure les sculptures. Il y a la chaise vide, on l'a vu un peu dans le petit film. La chaise vide qui symbolise la relation, c'est-à-dire c'est le +1 dans cette famille. La chaise vide représente la relation. Donc, les personnes vont pouvoir jouer avec cet objet, identifier le rapport qu'ils ont avec cet objet relation. Après, il y a aussi l'historiogramme. L'historiogramme étant
l'anamnèse familiale. C'est généralement ce que l'on utilise couplé avec le génogramme qui renvoie à la structure familiale. Alors, par rapport au handicap, maintenant, le handicap, alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la définition du handicap. Il y a eu un consensus qui a été élaboré il y a quelques années. On aboutit un peu à une définition en termes de le handicap. Ce n'est pas, en fait, c'est plutôt, on va parler de situation de handicap. Et cette situation de handicap va être traduite en termes de participation. Donc, les personnes qui sont dans une situation de handicap vont être limitées dans leur participation dans certaines activités. Par exemple, une personne qui est atteinte, qui subit un AVC, peut avoir des troubles aphasiques qui va engendrer une limitation, une dysfonction dans des capacités de communication. Elle va avoir du mal à parler et ça va limiter sa participation dans certains contextes de sa vie quotidienne. Donc, on peut voir que le handicap peut être généré par effectivement des problèmes de santé qui ont une influence à chaque fois sur les fonctions et les structures corporelles, mais ce qui n'était pas, je dirais, perçu avant, c'est la présence des facteurs environnementaux. Facteurs environnementaux, donc c'est des histoires d'environnement physique, mais également l'environnement social. Nous, l'idée, c'est un peu de travailler sur ces composantes, mais avant tout, pour, approcher un peu cette complexité, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du handicap inné, du handicap acquis. C'est-à-dire, le handicap est vraiment quelque chose qui va venir bouleverser la vie du sujet, mais également la vie de son entourage. Mais il y a une différence quand même entre ce qui est de l'ordre du handicap acquis et du handicap inné. Donc le handicap inné, lui, arrive dès la naissance d'un enfant. C'est un enfant qui est porteur, de difficultés. On peut considérer que à partir de là, c'est un projet familial qui se retrouve complètement bouleversé. Il est vécu comme étant terriblement angoissant par rapport à l'avenir. C'est comment on va faire. Et petit à petit, la famille va s'adapter à cette situation et va faire face avec des solutions bien concrètes. C'est par exemple, pour avoir suivi ce type de situation, c'est des familles où la demande est une demande qui concerne l'autonomie. Cette demande est portée souvent par la famille à un moment donné de leur histoire, à un moment donné de leur cycle de vie, à savoir quand ils vont percevoir, ils vont ressentir qu'ils ne vont plus être capables de compenser la situation de handicap de leur enfant. Donc on voit dans cette situation comment la demande va porter en fait quelque chose de l'ordre de l'angoisse, va porter quelque chose de l'ordre de l'histoire. On a toujours fait comme ça. C'est très compliqué pour nous qu'une équipe vienne nous donner, entre guillemets, des leçons sur comment on doit faire. Mais n'empêche que, à terme, ça ne va plus être possible. C'est la question de la projection en fait, dans l'avenir. Comment notre enfant va faire quand on ne sera plus là. Par rapport à ça, effectivement, on voit un peu toutes l'ambivalence que peut exprimer une famille dans cette situation. C'est à la fois, je veux de l'autonomie pour mon enfant, je veux que mon enfant arrive à se détacher de nous, et en même temps, ce détachement est perçu comme étant quelque chose de très très difficile, parce que c'est lâcher un objet pour lequel on s'est senti capable toute la vie. Voilà une des problématiques liées au handicap inné. Concernant le handicap acquis, donc c'est une situation qui vient s'imposer à un moment donné dans un parcours, dans une étape de la vie, de la famille et des personnes. Donc c'est un système qui va être totalement bouleversé, qui va être en crise, à savoir que les trajectoires
individuelles de chacun vont être enrayées par cette situation. Il va y avoir un sentiment d'impasse très très important. Les personnes nous renvoient ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'avenir après ça. Le plus souvent, ce que nous renvoient les personnes, c'est on gère au jour le jour. On ne peut pas faire de projet pour l'avenir. J'ai une situation en tête, une personne qui a une maladie visuelle qui s'est déclarée et qui s'est développée très très rapidement. C'est une personne qui a perdu la vision. Dans ce moment-là, elle perd pas que la vision, mais elle perd son boulot et il y a une rupture sentimentale. Donc on voit bien que l'accompagnement, c'est-à-dire l'idée de travailler avec la personne sur des moyens de compensation à mettre en place, des stratégies l'amenant à avoir une meilleure autonomie dans les déplacements à l'extérieur, comment se faire à manger, etc., etc. Comment suivre des démarches administratives et sociales. Je sais que dans ce moment-là, on a intérêt à être un peu au top et à être efficient pour gérer les questions d'invalidité, etc., etc. On voit que tout ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la temporalité de la personne. La personne, en fait, au-delà de la question du handicap visuel, est en très grande souffrance du fait de sa rupture sentimentale et également liée à la perte de son emploi, c'est-à-dire avec un sentiment d'utilité proche de zéro. Tout le travail de l'accompagnement a été de travailler avec la personne sur la question de la rupture. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans sa famille? Et c'est là que l'approche systémique, c'est-à-dire cette façon de concevoir que le vécu présent par la personne sont liés à des événements passés et à des choses, des événements qui l'ont structuré d'une certaine façon. Le génogramme, dans cette situation, m'a permis d'évoquer le rapport qu'il avait avec sa mère. On constate, les entretiens permettent de mettre à jour le fait que la relation avec sa femme était très compliquée du fait d'un deuil qui n'a pas été fait lors du décès de sa mère. Pourquoi ce deuil n'a pas été fait? Parce qu'il était dans une posture d'enfant parentifié du fait des symptômes portés par sa mère, alcoolisme, etc., etc., et d'un accident tragique auquel il n'a pas pu assister et n'a pas pu assister sa mère dans cette situation. Donc une immense culpabilité à ne pas avoir été là. Le fait de travailler ça avec lui, donc ce que m'a permis en fait cette approche, a permis de débloquer des choses qui, dans le présent, font qu'il peut à nouveau s'investir dans quelque chose de l'ordre de la réadaptation, de la compensation. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller mieux? Et ce changement-là change également les relations présentes au sein de sa famille. C'est-à-dire que ça va avoir une incidence sur les relations avec son ex-femme, qui vit toujours au domicile, et avec son fils. Ce que je peux dire aussi, c'est que le handicap, ou l'avènement de la situation de handicap, amène des opportunités. On parlait tout à l'heure de crise, c'est un peu ça, c'est-à-dire quelque chose qui s'avère difficile, voire impossible à dépasser. Et c'est ce qui permet, en fait, de pouvoir parler de choses qui se sont cristallisées avant, qui sont toujours dans une œuvre dynamique, mais que l'on ne voit pas parce que ça appartient au passé. Le handicap, en fait, lorsqu'il arrive dans la famille, est un peu systématiquement vécu comme étant un élément étranger à la famille. Cette étrangeté, voilà, il faut en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, quand la situation de handicap arrive, les personnes sont dans une situation de méconnaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, elles sont bien dépourvues par rapport à ça. Ce que je voulais dire aussi par rapport à cette histoire d'étrangeté, c'est mais pas que,
C'est-à-dire que dans l'histoire familiale, on se rend compte que la façon que les familles ont de s'adapter à la situation, on se rend compte qu'il y a des patterns relationnels antérieurs qui déterminent des façons de faire actuellement. C'est une situation actuelle de suivi, d'accompagnement. Voilà, il s'agit d'une personne qui a une sclérose en plaques, qui est très très dépendante, c'est-à-dire qu'elle est H24 dans son lit, et elle a pour ça l'aide d'une de ses filles. Une de ses filles qui a une vingtaine d'années, un peu plus. Et il y a une demande de la part de l'assistante sociale en disant « Mais Fred, viens dans cette situation parce que cette relation est très très conflictuelle, effectivement. Il y a des choses qui ont à voir avec de la maltraitance. Il y a eu des événements qui ont été quand même assez violents. Par exemple, sa fille a pu jeter, balancer un verre d'eau sur le visage de sa mère. Et ça donnait suite en fait à un clash, une rupture. Elle n'est plus jamais revenue. Enfin, si, après. Mais en tout cas, ça a donné lieu à un gros clash. Et on s'aperçoit que ce modèle-là, qui en définitive est très contraignant, notamment pour cette fille-là, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'inscrire dans un projet professionnel parce qu'elle avait en tête de s'occuper de sa mère, elle ne pouvait pas s'inscrire dans une relation de couple suivie parce que le conjoint était là, mais était toujours avec ta mère, là, c'est bon, pris dans des jeux relationnels de cet ordre-là. On s'aperçoit que, historiquement, dans la famille, la mère de cette femme en situation de handicap était elle-même porteur de handicap, et qui c'est qui venait s'occuper d'elle? C'était elle. Voilà, donc quelque chose qui se répète de génération en génération, ce que j'appelle un modèle relationnel, un pattern relationnel répétitif. Donc l'idée du projet, je dirais, de notre projet d'accompagnement, généralement, les personnes arrivent avec cette demande, c'est « ben voilà, je veux redevenir comme avant. Redonnez-moi les moyens de redevenir comme avant. » Et nous, l'idée, c'est de devenir comme après. Alors, par rapport à ça, il y a un accompagnement qui repose sur une sorte de modélisation. Cette modélisation, ben voilà, ça comprend un peu les axes suivants, c'est-à-dire une connaissance de la pathologie, c'est-à-dire qu'on amène de l'information sur la pathologie. Donc je trouve que c'est très important d'amener ces informations parce que la personne va pouvoir commencer à s'approprier quelque chose de l'ordre de sa maladie ou de sa situation. Après, il y a une exploration, une compréhension du fonctionnement familial en lien avec la situation. C'est voir un peu quelles sont les solutions qu'ils ont été amenés à prendre pour s'adapter à ce tiers étranger. Et voir un peu comment ce fonctionnement, quel est l'ancrage en fait de ce fonctionnement. On va pouvoir voir un peu les trajectoires de vie de chacun, les trajectoires voulues, oui c'est ma mission de faire ça, ou encore les trajectoires contrariées. Ben, parce que je fais ça, je ne peux pas faire ça. Voilà, donc on va avant tout, donc, je dirais, à partir de là, construire un sens pour après. C'est une co-construction. Donc l'accompagnement, on l'a vu, c'est la présence de l'institution dans un système familial déjà existant. Alors qu'est-ce qui se joue dans cette histoire? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive, peut-être qu'avant, il y a eu déjà des équipes qui ont travaillé sur cette problématique, et on travaille pour un après. Mais la famille voit souvent d'un œil, je dirais pas un mauvais œil, mais d'un œil, l'arrivée d'une équipe qui peut dire « Ah ben là, vous faites pas très bien, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire », avec tous les conseils que l'on peut avoir, très, très justifiés, parce que voilà, nous on a appris, on a une expertise, on a une technique, on sait comment il faut faire, etc. etc. Donc là, c'est le risque de tomber dans la croyance que l'on peut être performant, qu'on peut être compétent à la place des familles. On sait mieux qu'eux pour traiter le problème handicap. C'est également être dans une illusion, c'est l'illusion d'un savoir technique. Alors qu'est-ce que ça engendre ça? Ça engendre de la rivalité, de la disqualification, c'est comme ça que les familles peuvent nous foutre dehors, mais ça peut générer de la dépendance et des phénomènes d'assistance, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans l'équipe qui sont là pour nous dire ce que l'on doit faire.
Donc autant vous dire que pour l'après, c'est compliqué quand on se retire après la fin de notification, d'orientation de l'accompagnement. Je pense qu'il faut tenir compte en fait d'une sorte d'architecture familiale. Et pour qu'une famille tienne, et puis pour que l'on avance avec les familles, il faut être un peu lucide sur qu'est-ce qui fait que les choses fonctionnent de cette façon. La première idée, on l'a vu tout à l'heure, c'est la compétence des familles. Savoir que les familles ont une compétence, mais c'est une histoire de définition du problème à traiter. Et que généralement, l'accompagnement permet d'amener les familles à voir leurs problèmes sous un autre angle. Parce que s'ils avaient une définition opérante du problème, ils auraient déjà trouvé leur solution. Donc je ne reviens pas après là-dessus sur l'idée d'une information, c'est une différence qui fait la différence, mais c'est un peu cette idée-là quand même. Pas, si vous faites le lien avec cette histoire de problémation, de mise en problème, et qu'on obtient des informations qui font la différence en faisant partager, en faisant circuler les infos et surtout les points de vue de chacun. Comment chacun se positionne par rapport au point de vue de l'autre. L'autre point, on l'a également parcouru tout à l'heure, c'est le mythe familial. Donc c'est un semblant plausible, c'est surtout quelque chose qui est transmissible de génération en génération. C'est une histoire, c'est une légende. Caillé parle d'absolu du couple, concernant le couple. La loyauté est un mécanisme relationnel très puissant au sein des familles. C'est la fidélité à ses origines. Généralement, je suppose que vous avez déjà utilisé ces termes-là, oui, il est en conflit de loyauté, c'est-à-dire une personne qui se retrouve dans l'impossibilité d'agir parce que choisir entre les deux qui me sont chers. Voilà. En fait, la loyauté est à l'œuvre dans le fonctionnement familial et est à l'œuvre également dans la relation que des équipes peuvent avoir avec les familles. Donc il faut savoir que dans cette histoire-là, dans le travail que nous proposons, les personnes peuvent se retrouver dans des histoires de loyauté avec leur famille quand on soulève un peu des ambivalences ou des paradoxes dans leur fonctionnement. Tout ça pour dire qu'au bout du compte, c'est être lucide sur le fait qu'il y a une éthique familiale et que cette éthique familiale repose sur la question de la justice. Les mécanismes relationnels à l'œuvre, surtout par rapport à notre problématique qui est le handicap, c'est la question de la réparation, de la dette. Il lui est arrivé ça, il ne l'a pas voulu, c'est trop injuste, je me dois de réparer. Et si je me dois de réparer, c'est par rapport à une dette que j'ai vis-à-vis de telle ou telle personne dans ma famille. En conclusion, c'est l'idée qu'il y a un équilibre qui se forme dans ce fonctionnement familial, qu'on vient mettre quand même quelque chose de l'ordre du déséquilibre, parce qu'on amène une nouvelle façon de définir un problème, donc il va y avoir un réajustement de la famille par rapport à ces déséquilibres, donc dans l'idée de revenir à un équilibre, c'est un peu ça, c'est cette idée de ce déplacement, de ce mouvement, mais que dans cet équilibre, il y a toujours du mouvement de vie, du chaos, de l'entropie, et que ça amène quand même quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire c'est des éléments qui permettent aux familles de créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc je pourrais encore continuer.